Bonsoir et bienvenue sur Saïd TV pour le journal. Je vous souhaite d'avoir passé d'excellentes fêtes. Tout de suite les titres de ce journal. Le compte à rebours a commencé pour la campagne pour l'élection présidentielle du 22 juin. L'ouverture aura lieu tout à l'heure à minuit pile. La campagne électorale est aussi l'occasion rêvée pour les pratiquants des petits métiers. Ces derniers voient leur affaire prospérer à l'image des calligraphes. Et puis l'Union africaine suspend le Soudan jusqu'à l'établissement d'une autorité civile de transition. Lui a menacé de prendre des mesures punitives contre les autorités de Khartoum. La campagne électorale pour la présidentielle s'ouvre tout à l'heure à minuit. C'est donc l'effervescence dans les sièges de campagne en attendant le lancement officiel de cette opération qui se poursuivra pendant 2 semaines. Une période au cours de laquelle les différents candidats vont essayer de séduire les électeurs mauritaniens pour avoir leur vote. C'est Ahmed Bidletou. La campagne pour les élections présidentielles en Mauritanie, prévue le 22 juin prochain, va démarrer dans quelques petites heures, ce soir même à 0 heure. Déjà, les tentes et autres tribunes de propagande sont déjà dressées dans plusieurs places de la capitale et les responsables des opérations sont à cheval pour mettre les bouchées doubles pour un lancement réussi pour leur campagne. Ces élections seront marquées par la participation de 6 candidats et pas des moindres, car il s'agit de candidats connus à l'image de Mohamed Ahmed el-Sheikh Ahmed el-Ghazouani, Sidi Mohamed el-Bouakar, Kan Hamidou Baba, Mohamed el-Mouloud, Biram el-Daou el-Abid et Del Mortaji el-Wavi, les Benjamins de la course. Fait marquant de cette élection, la participation pour la première fois d'une coalition de partis politiques négro-africaines, derrière un seul candidat en la personne de Kan Hamidou Baba, président du MPR, et un candidat issu de la majorité dauphin du président sortant Mohamed El Abdelaziz qui a su respecter la Constitution. Décision de nos jours difficile dans notre continent. L'ancien Premier ministre, c'est Mohamed Bakar, principal rival de Ghazouani, qui a comme principal slogan aujourd'hui et non demain, est soutenu par le parti Tawassoul. Plus de 2,5 millions de Mauritaniens sont appelés aux urnes le 22 juin prochain pour élire un nouveau président de la République pour un mandat de 5 ans, renouvelable une fois entre ces 6 prétendants. Comme je vous le disais en titre, la communication joue un rôle essentiel pendant la campagne électorale. Plusieurs techniques sont mises à profit pour convaincre ou toucher la sensibilité des électeurs. Les meetings, les réseaux sociaux ou encore les affiches électorales, les ateliers de calligraphie sont pris d'assaut en ce moment par les différents services de communication des candidats. C'est Récidibé. Ces affiches commerciales vont bientôt laisser place au portrait des candidats à la présidentielle. La communication électorale semble s'accaparer du paysage des Nouakchotois. Les différents protagonistes à la présidentielle du 22 juin n'ont pas attendu l'ouverture officielle de la campagne électorale pour se lancer dans la séduction des électeurs ou dans leur conquête. Dans les ateliers de calligraphie, plus de repos. D'ordinaire, plongés dans une espèce de morosité, désormais, les calligraphes travaillent à plein temps. Pour ce calligraphe, la période électorale est une aubaine. Tous les candidats font appel à leur service pour faire des affiches. C'est un moment florissant, a-t-il indiqué. Les premières commandes ont déjà été effectuées. Les affiches sont minutieusement conçues, confectionnées. Les images, le décor et les slogans, tout est choisi et sélectionné pour plaire et toucher le cœur et la sensibilité des électeurs. Un incendie s'est produit aujourd'hui dans un quartier d'affaires au centre de Nouakchott. Un court-circuit électrique serait à l'origine de l'incendie qui n'a pas fait de victimes, mais des dégâts matériels ont été signalés. Selon des commerçants, le sinistre est le fait d'une mauvaise manipulation par un technicien qui était mal outillé et qui voulait rétablir le courant après une coupure intervenue quelques moments plus tôt. Ils ont demandé à la Sénélec de mieux organiser l'intervention de ses agents et à les doter de matériel et d'équipements adéquats à l'image des sapeurs-pompiers qui sont intervenus pour maîtriser l'incendie. La société australienne d'uranium Aura Energy va vendre 800 000 livres d'oxyde d'uranium
à Curzon Uranium Trading Cute sur une période de 7 ans lors de la phase de production, selon une annonce faite par ses responsables. Selon les termes d'un accord conclu avec CUT, le prix unitaire se fixera à plus de 44 $ américains l'unité. L'entreprise fournira également une production supplémentaire opérationnelle de 1,8 million de livres. Rappelons que la société est dans une phase d'identifier les étapes du projet d'exploitation de l'uranium découvert dans la région du Tiris-Zemmour, évalué à 65 millions de pounds. L'établissement, qui détient 100% du projet d'exploitation, espère livrer ses premières productions d'ici l'an 2020. Au Sénégal, le ministre de l'Énergie a fait part de la décision du gouvernement sénégalais de convertir les centrales thermiques du pays au gaz. Le pays s'est donné comme objectif d'achever cette conversion d'ici 2022 afin d'avoir accès à une électricité plus propre. Un effort qui vient s'ajouter à celui consenti avec la mise en place de centrales d'énergie renouvelable telles que le solaire. Le gaz servira à alimenter les centrales sera produit par le pays, ce qui permettra une réduction du coût d'exploitation et par ricochet une électricité plus abordable. Le Sénégal partage en effet avec la Mauritanie un gisement de gaz dénommé Grande Tortue Ahmeyim, mis à jour en 2016 et dont la production est prévue au début 2022. L'Union africaine a annoncé aujourd'hui qu'elle suspendait avec effet immédiat le Soudan de l'organisation panafricaine jusqu'à la création d'une autorité civile de transition dans ce pays, confronté à une escalade de la violence. Ceci étant le seul moyen de permettre au Soudan de sortir de la crise actuelle, a annoncé le Conseil de paix et de sécurité de l'UA. Le Conseil imposera automatiquement des mesures punitives sur des individus et des entités qui ont empêché l'établissement d'une autorité civile, a précisé en conférence de presse Patrick Kapoua, président en exercice du PSC. Depuis le début de la crise, l'Union africaine plaide pour un transfert rapide du pouvoir des militaires aux civils qui avaient plusieurs fois menacé de suspendre le pays de l'organisation. L'état-major de l'armée française a indiqué hier qu'une opération menée par des militaires français de la force de Barkhane avait permis de neutraliser une dizaine de djihadistes dans le centre-est du Mali. Une autre opération a été menée du 20 mai au 3 juin avec l'armée burkinabé dans le nord du Burkina Faso. Récit Hamaoula Jagana. Une dizaine de djihadistes ont été tués ou capturés dans la région de Gourma, centre du Mali, frontalière du Burkina, au cours d'une opération aéroterrestre menée par les militaires français de la force Barkhane, a annoncé ce mercredi l'état-major. L'armée française a parallèlement mené du 20 mai au 3 juin une opération d'ampleur avec l'armée burkinabé dans le nord du Burkina Faso, à la frontière avec le Gourma malien, selon la même source. Le 31 mai, après avoir observé un mouvement suspect d'une quinzaine d'individus au nord de Ndaki, dans le Gourma, région sanctuaire de plusieurs groupes armés, l'armée française a lancé une opération rassemblant la composante aérienne, les groupes commando et le groupement tactique aérocombat de la force Barkhane. Après une frappe aérienne conduite par des Mirage 2000, des commandos ont été déposés par hélicoptère. Une dizaine de terroristes a été mise hors de combat. Une quantité importante de ressources a été saisie, dont plusieurs motos et de l'armement individuel, détaille l'état-major. Parmi les groupes actifs dans la zone de Ndaki figurent l'État islamique au Grand Sahara et Ansarul Islam, accusés de semer la terreur dans le nord du Burkina Faso. Des groupes djihadistes ont lancé une contre-attaque hier contre des combattants fidèles au régime, tuant 11 d'entre eux dans le nord-ouest de la Syrie, où le pouvoir a poursuivi ses bombardements meurtriers sur une ONG. L'assaut dans les limites nord de la province de Hama, voisine de celle d'Idlib, a été lancé par Hayat Tahrir al-Sham, l'ex-branche syrienne d'Al-Qaïda, et d'autres groupuscules djihadistes, a indiqué l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Depuis fin avril, le régime syrien, soutenu par l'armée de l'air de l'allié russe,
bombardent quasi quotidiennement les secteurs sous contrôle, principalement d'Ayat Tahrir al-Sham, dans la province d'Idlib ainsi que dans les provinces de Hama et d'Alep. Les forces pro-gouvernementales ont également repris des secteurs à la faveur des raids et combats au sol. La France commémore aujourd'hui en Normandie le débarquement allié du 6 juin 1944, en présence notamment du président américain Donald Trump, Emmanuel Macron et surtout de 500 vétérans, souvent centenaires. C'est l'une des plus grandes opérations militaires de l'histoire, un assaut massif de milliers de bateaux et d'avions qui a vu s'élancer sur les plages de Normandie plus de 150 000 soldats alliés venus de 13 pays. Éclatante victoire logistique, le débarquement du 6 juin 1944 fut toutefois moins décisif sur le plan militaire que d'autres batailles contre le fil Reich. Alors aujourd'hui, la France n'oublie pas. La France n'oublie pas tous ces combattants à qui elle doit de vivre libre. La France n'oublie pas les 135 000 combattants américains, britanniques, canadiens, qui, appuyés par des contingents belges, luxembourgeois, néerlandais, norvégiens, danois, polonais, tchécoslovaques, australiens, néo-zélandais, sud-africains et français, ont débarqué ce 6 juin sur les plages de Normandie et ont fait basculer le destin de l'Europe et du monde. Le président de la Confédération africaine de football, CAF, Ahmed Ahmed, a été interpellé aujourd'hui dans un hôtel à Paris où il séjournait pour assister au congrès de la FIFA. Et sur le site de Jeune Afrique, Ahmed Ahmed a été entendu par les services de l'Office central de lutte contre la corruption et les infractions financières et fiscales. Cette interpellation serait liée au contrat rompu unilatéralement par la CAF avec l'équipementier allemand Puma pour s'engager avec la société Tactical Steel, une signature de contrat qui, selon l'ex-secrétaire général de l'instance continentale, Ahmed Fahmy, aurait été favorisée par la proximité entre Ahmed Ahmed et un des dirigeants de l'entreprise française et dont le surcoût atteindrait 830 000 $. Voilà qui met fin à ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Le rappel des titres. Le compte à rebours a commencé pour la campagne pour l'élection présidentielle de 22 juin. L'ouverture aura lieu tout à l'heure à minuit pile. La campagne électorale est aussi l'occasion rêvée pour les pratiquants de petits métiers. Ces derniers voient leur affaire prospérer à l'image des calligraphes. L'Union africaine suspend le Soudan jusqu'à l'établissement d'une autorité civile de transition. L'UE a menacé de prendre des mesures punitives contre les autorités de Khartoum. Merci et bonsoir.